Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Une enquête du média Disclose fait beaucoup parler aujourd'hui. La France s'apprête à livrer à Israël 14 tonnes d'équipements pour mitrailleuses, malgré le bain de sang en cours à Gaza. Ces pièces détachées sont destinées à une entreprise liée à l'armée israélienne. Alors que de plus en plus de voix dans le monde appellent à suspendre les livraisons d'armes, la France, elle, poursuit ses affaires. Une information qui interroge sur la responsabilité de notre pays dans un conflit marqué par des crimes de guerre. Ensuite, on parlera de l'Assemblée nationale, direction l'Assemblée nationale où la France insoumise a vu sa motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou rejetée hier. Et un autre rejet parlementaire, celui de la proposition de commission d'enquête déposée par Laurent Wauquiez, DLR, pour viser directement LFI dans un contexte de diabolisation persistante du mouvement insoumis. On parle de tout ça avec la députée LFI du Val d'Oise, Gabrielle Catala. Bonjour. Bonjour. C'est l'entretien. Donc avant de revenir sur l'actualité parlementaire, notamment la motion de censure rejetée, on commence l'entretien par une révélation du média Disclose qui publie une enquête affirmant que la France s'apprête à livrer en pleine guerre à Gaza des équipements pour mitrailleuses à Israël. On parle de 14 tonnes de pièces détachées fabriquées par une entreprise française Eurolinks pour destiner à une société israélienne liée à l'armée Israel Military Industry. Quand vous avez lu cette enquête, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, je remercie le média Disclose d'avoir révélé ça. Et tout ce que j'ai pensé tout de suite, c'est qu'Emmanuel Macron a continué à mentir pendant des mois avec son ministre des Armées, M. Lecornu, avec son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, puisqu'à chaque fois que nous les interrogeons lors des questions au gouvernement, que nous demandons un embargo sur les armes, ils nous répondent que la France ne livre pas d'armes à Israël. Or, cet article révèle non seulement qu'un bateau était arrivé cette nuit à Fos-sur-Mer, où il devait, vous l'avez dit, prendre à son bord 19 palettes, donc 14 tonnes de pièces détachées pour relier des cartouches de fusils mitrailleurs entre eux, mais que ce bateau est déjà venu le 3 avril, le 22 mai, et ça s'ajoute à des révélations qui existaient déjà de Disclose de 2023, qui montraient que la France avait commercé avec Israël entre 2017 et 2023, je crois, 100 millions d'euros d'équivalent, d'armement, de pièces d'armement, et qu'elle a continué ensuite. Donc, ce n'est pas les premières révélations de Disclose. Et quand nous interrogeons M. Lecornu et M. Macron, et qu'ils répondent que la France ne commerce plus, on en déduit qu'ils mentent. Et je salue évidemment les dockers de Marseille, de Fos-sur-Mer Marseille, puisque la CGT et les différents syndicats de dockers sur place ont tout de suite dit qu'ils refusaient de participer à cette opération, de se rendre complice d'un génocide. Donc ils ont mis la palette, le cargo de côté contenant les palettes. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'en cascade, ça a entraîné un communiqué des dockers de Gênes, ensuite en Italie, puisque le bateau devait ensuite poursuivre son chemin et aller en Italie, à Gênes, où les syndicats italiens ont à leur tour mis de côté les marchandises qui étaient censées être prises sur ce bateau, qu'on peut suivre d'ailleurs en ligne. En fait, on va en ligne sur le site et on peut voir où se situe ce bateau, quel est son chemin. Et donc, encore une fois, bravo aux syndicats d'avoir fait cette opération de désobéissance civile, quelque part, pour refuser que notre pays se rende complice d'un génocide. Et le fait que la France embarque comme ça secrètement des armes, c'est même contraire aux traités internationaux sur le commerce des armes, c'est catastrophique. Et je vois ça comme quelque chose qui est dans la même lignée que ce qu'on va faire au Bourget. Parce qu'au Bourget, on va peut-être l'évoquer après. Je vous laisse... Justement, le syndicat CGT des dockers de Fos-sur-Mer, dans un communiqué, je me permets du coup de rebondir sur ce que vous venez de dire, a indiqué que le conteneur rempli de maillons d'Eurolinks a été mis de côté et donc ils ne chargeront pas sur le bateau à destination de Daïfa. Donc vous venez de le dire, ils ne souhaitent pas participer à ce génocide en cours et c'est un geste de bravoure que vous teniez à souligner. Et justement, les experts de l'ONU disent actuellement qu'il faut cesser de livrer des armes à Israël. C'est donc la 3e expédition de ce type depuis le début de l'année 2025, alors que, comme vous le disiez à l'instant, le ministre des Affaires, de la Défense nie en fait que la France vend des armes à Israël. Pourquoi il continue de mentir alors que les faits sont clairs quand même? Je comprends l'intérêt de mentir quand le seul but poursuivi est un but économique. Monsieur Lecornu veut évidemment privilégier
les profits de cette entreprise française qu'on appelle Eurolinks, qui représente des dizaines d'emplois à Marseille. Et donc, c'est dans la situation actuelle où un pays, en l'occurrence Israël, commet un génocide, Monsieur Lecornu ne peut que mentir, puisque j'imagine qu'il n'a pas la volonté politique et que ce n'est pas il n'a pas l'autorité finalement de vouloir stopper la fabrication de ces pièces-là. Mais c'est un désastre, puisque en l'occurrence, dans la situation actuelle, la morale, l'humanité devrait être privilégiée sur nos intérêts économiques. Et on voit que d'autres pays l'ont fait. L'Espagne a par exemple annulé des contrats d'armement avec Israël. D'autres pays ont déjà réclamé un embargo. Donc quand M. Macron dit qu'il réclame des sanctions envers Israël, il continue à livrer des armes. Il n'y a toujours pas de suspension de l'accord UE-Israël. Et d'ailleurs, la suspension n'a même pas été demandée par la France quand elle a été pour la première fois évoquée à la Commission européenne. Ce n'était pas du tout une demande de la France. Hier, on apprenait que M. Macron aurait finalement promis à M. Netanyahou qu'il n'allait pas reconnaître l'État de Palestine, alors qu'il nous dit depuis des semaines qu'en juin, à la conférence qu'il va organiser avec l'Arabie saoudite, il va le faire. Et décréter un embargo sur les armes, c'est quelque chose qui est rapide, un ministre de la Défense peut le faire extrêmement rapidement. Un président de la République, dans la situation actuelle où on voit encore, la nuit dernière, 100 personnes tuées en Palestine avec ces images affreuses, on voit ces images inhumaines de gens qui font la queue pour aller chercher de la nourriture auprès de cette entreprise israélo-américaine et qui se font tirer dessus. Et donc c'est complètement déplorable et c'est encore une fois, c'est très douloureux de voir que notre pays n'est jamais à la hauteur de la situation. Vous en parlez tout à l'heure, en anticipation justement sur ma question, sur le Salon du Bourget qui s'ouvre dans quelques jours. Plusieurs associations s'opposent donc à la venue d'Israël à ce salon. Elles ont même assigné en justice le Salon du Bourget pour être la vitrine de crimes de guerre. On a reçu hier Imen Habib, animatrice de BDS France. Elle était donc dans notre émission, donc il passe du lundi au vendredi, qui s'appelle le Journal des Luttes à 13h. Propose de l'écouter, on en parle juste après. Pour dénoncer, pour demander l'interdiction de ces entreprises. On sait aujourd'hui qu'il y a 9 entreprises israéliennes qui sont prévues pour être présentes au Salon du Bourget. Et c'est un véritable scandale parce qu'en fait, ces entreprises sont partie prenante active. Ces armes sont utilisées directement, actuellement, contre la population civile dans la bande de Gaza pour commettre le génocide en cours de 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza. Donc c'est un véritable scandale. Aujourd'hui, on a des avis de la Cour internationale de justice, notamment un qui est très important en date du 19 juillet dernier, qui demande des choses très claires, un embargo sur les armes à destination d'Israël, de ne pas prêter assistance à des maintiens à travers des accords commerciaux ou des investissements, au maintien par Israël de la situation dans le territoire palestinien occupé. On a toute une série de décisions de l'ONU, d'experts au niveau à l'échelle internationale pour exiger un embargo sur les armes à destination d'Israël. Et aujourd'hui, effectivement, à ce jour, on n'a toujours pas d'interdiction qui sont annoncées de ces entreprises qui sont clairement participantes au génocide en cours dans la bande de Gaza. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisé et qu'on continue à se mobiliser. Il y a une pétition qui a rassemblé près de 12 000 personnes qui ont signé cette pétition pour demander l'interdiction d'Israël au Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, c'est perçu comme un salon grand public, comme vous l'avez dit, un salon bon enfant. Mais en fait, derrière ça, il y a des accords commerciaux de drones, de missiles. En fait, là-bas, on vend et on achète des armes, clairement. Tout à fait, clairement. Et donc, c'est finalement, on vend la mort. Et nous, on dit, effectivement, guerre à la guerre. Et c'est aussi pour ça qu'on se mobilise contre la présence de ces entreprises au Salon du Bourget. Donc, Israël ne doit pas participer à ce salon. Oui, Madame l'a très bien dit. Il y a 8 entreprises israéliennes directement impliquées dans le génocide à Gaza et dans toute la violence qu'il y a autour. Parce qu'on parle du génocide à Gaza, et évidemment, c'est le pire qui puisse arriver. Mais il y a aussi les crimes commis par Israël en Cisjordanie et dans d'autres lieux sur le territoire. Et donc, parmi ces entreprises, on a une entreprise, par exemple, qui va exposer des drones qui sont utilisés à Gaza. On en a une autre qui s'appelle Raphaël, qui fabrique des missiles qui, pareil, sont utilisés, qui sera là pour exposer et pour essayer de vendre ces produits-là. Et donc, comment est-il possible, encore une fois, d'accepter ça,
que ce soit sur notre territoire. Donc je salue, moi, les associations, pareil, qui ont dit que c'était inadmissible et qui ont assigné le Salon du Bourget en justice. La décision sera rendue la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on saura si oui ou non ils sont autorisés à exposer. Et j'espère que la justice va condamner le Salon du Bourget là-dessus. Parce que, est-ce qu'on autoriserait, encore une fois, je donnais le même exemple la semaine dernière, est-ce qu'on autoriserait une entreprise russe à venir exposer ses armes au Salon du Bourget? Pareil, bien sûr que non. Effectivement, la réaction ne serait pas du tout la même. La flottille de la Liberté avance vers Gaza. Votre camarade insoumise Rima Hassan est à bord de ce bateau. Justement, avez-vous des informations justement sur la sécurité de ce bateau? Parce qu'elle disait hier qu'il était survolé par des drones. Est-ce que vous-même, vous avez plus d'informations aujourd'hui? Alors, effectivement, on a deux logiques qui s'affrontent. On a un cargo avec la complicité de la France qui se dirige vers Haïfa. Et qui, j'espère, n'emportera jamais la cargaison qui était initiale à l'intérieur, les pièces pour les fusils mitrailleurs. Et on a cette magnifique flottille de la Liberté qui fait partie d'une coalition qui va vers la bande de Gaza avec ma camarade Rima Hassan, mais aussi Greta Thunberg et tout un équipage d'humanitaires, des professionnels de la voile notamment, aussi forcément pour acheminer le bateau, et des journalistes. Et on a eu une grosse frayeur avant-hier soir, puisqu'ils ont été tout d'un coup survolés par un drone. Donc on a été alertés. Il s'est avéré après vérification que c'était un drone grec de surveillance, mais un drone sûrement en train de surveiller le bateau à la demande d'Israël. Il y a quelques informations qui doivent être confirmées sur le sujet. Et là, le bateau se rapproche de la crête, donc il se rapproche de plus en plus des eaux israéliennes. Et donc évidemment, nous, on est un petit peu, ça génère de l'angoisse, puisque M. Netanyahou, l'armée israélienne a dit qu'elle répondrait aux ordres de M. Netanyahou. Le bateau est déjà menacé, évidemment, en ligne, mais il y a des millions de gens qui relayent le lieu où se trouve la flottille, ce que fait la flottille, qui est là pour montrer qu'on doit briser le blocus humanitaire à Gaza, qu'on doit pouvoir y accéder, qui a à son bord du matériel humanitaire, du matériel d'hygiène. Et ce bateau-là participe à visibiliser le génocide à Gaza, qui a été pendant 20 mois invisibilisé avant que les médias changent un peu leur braquet. Et donc c'est un travail extraordinaire que font les militants qui font ça. Je salue d'ailleurs pareil leur courage. C'est très courageux de ne pas savoir ce qui va leur arriver, puisque le précédent bateau avait été directement attaqué par Israël. Or, c'était un bateau nettement plus conséquent. Là, on parle d'un voilier relativement léger. Et donc, s'il était attaqué par un drone ou par je ne sais quel moyen par l'État d'Israël, évidemment que les militants courent un danger de mort en faisant ça. Et donc, il faut relayer un maximum ce que fait la flottille tous les jours, interpeller Emmanuel Macron, interpeller le ministre des Affaires étrangères, interpeller tous les pays européens, pour qu'ils soient encouragés à le protéger et à se prononcer sur la protection de ce bateau, parce que pour l'instant, ils ne disent rien. Et le bateau est pourtant soutenu par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, Amnesty International, toutes les associations internationales des droits de l'homme suivent ce que fait ce bateau. Vous parliez tout à l'heure d'alerter sur ce qui se passe à Gaza, et vous avez reçu cette semaine un photojournaliste, un photographe journaliste, Mohamed Zanoun, qui est venu, qui est en France actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son travail et justement sur ce qu'il a pu vous dire sur ce qui se passait actuellement à Gaza? Oui, j'ai reçu Mohamed Zanoun, qui était de passage en France, qui a dû fuir le génocide et qui est en exil avec sa famille aux Pays-Bas. Il a fait un travail extraordinaire qui a été relayé dans le New York Times, dans le Nouvel Obs, dans Le Monde. Et vous pouvez le suivre aussi sur Instagram. Il est suivi par plus d'1 million de personnes. Et donc ces photos ont fait le tour du monde entier. Pour moi, c'était important de l'inviter pour que les médias français s'intéressent à lui, pour qu'on relaye son travail et puis surtout qu'on parle aussi de ces journalistes qui décèdent, puisque dans la volonté d'Israël d'invisibiliser le génocide, il y a le fait d'interdire la bande de Gaza aux journalistes internationaux, forcément, depuis le début, mais aussi de cibler spécifiquement par des drones et par des tirs d'élite, par des bombardements, les journalistes gazaouis. Et pendant des mois, ces journalistes n'ont pas été considérés par les journalistes occidentaux comme des journalistes à part entière. Ils ont été considérés comme des sous-journalistes. On a remis en cause les images qu'ils diffusaient et on a parlé d'eux surtout uniquement une fois qu'ils étaient morts. Ouais. Or, ce que demande ce journaliste, c'est qu'on parle d'eux tous les jours,
qu'on relaye leur travail, qu'on lui accorde de la crédibilité. Et c'était très important qu'ils viennent parce que grâce à cette rencontre, j'ai pu inviter divers médias français qui étaient là à l'Assemblée nationale. Donc il y avait France Culture, Politis, Libération, France Inter, l'Humanité, etc. Et il y a déjà eu 3 articles publiés sur son travail dans la presse française. Une des photos de Mohamed Zanoun fait la une de Politis cette semaine. Demain matin, il y aura un long reportage sur lui dans France Culture. Et lui est l'aîné d'une famille de 12 enfants. Et tous ses frères et sœurs sont photojournalistes et il a un frère qui s'appelle Youssef, à qui il a confié son matériel, qui continue à tous les jours relayer le génocide sur place. Vous pouvez aussi, tout le monde peut le suivre aussi sur Instagram. Et il faut le dire, il y a 276 journalistes aujourd'hui qui ont été tués en 610 jours par Israël. Et c'est le plus grand nombre de journalistes assassinés sur un conflit depuis toujours, en réalité, comme les humanitaires, les journalistes, parce que le génocide ne différencie personne et il assassine tout le monde. On va revenir à l'actualité française, et notamment parlementaire, et cette motion de censure contre le gouvernement Bayrou qui a été rejetée, 116 voix pour, 289 contre. C'est la 7e motion de censure contre Bayrou depuis décembre, mais celle-ci portait sur quoi exactement, et qu'avez-vous pensé du coup de ce rejet ? Alors nous, on veut censurer M. Bayrou pour toute sa politique, mais celle-ci portait spécifiquement sur le coup qui a été fait par les macronistes à l'Assemblée nationale d'empêcher le débat sur la loi qu'on a appelée la loi Duplon du nom de son auteur, mais qui est en fait une loi pour réintroduire les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, pour favoriser la construction de méga-bassines, pour détruire le droit de l'environnement sur les zones humides, etc. Et donc les macronistes ont déposé une motion de rejet, alors que normalement on dépose une motion de rejet quand on est contre un texte. Ouais. Eux, ils ont déposé pour que le texte soit enterré dès le début, qu'aucun des amendements soit discuté, et pour invisibiliser le débat sur les néonicotinoïdes et sur les cancers qui vont avec. Donc, pour ne pas que l'Assemblée devienne un nouveau théâtre de magouille qui en fait utilise le règlement à d'autres fins que celles pour lesquelles il est censé être utilisé, on a déposé cette motion de censure pour censurer le gouvernement sur sa politique écologique, sa politique anti-écologique. Et malheureusement, encore une fois, les socialistes et le Rassemblement national ont sauvé M. Bayrou, puisque seuls les écologistes, les insoumis, les communistes et les ultramarins ont voté la motion de censure. Mais ce ne sera pas la dernière avant juillet. Ah, il y a d'autres motions de censure qui sont prévues. On a fait en sorte de ne pas gaspiller toutes les signatures, toutes les motions de censure qu'on peut déposer, pour qu'il puisse en avoir d'autres, puisque M. Bayrou continue sa politique d'austérité, il veut imposer la TVA sociale, il veut l'année prochaine faire 40 milliards d'économies. On a aussi bientôt les conclusions de la commission d'enquête sur Betaram. Il y aura donc d'autres occasions de censurer M. Bayrou. On l'a vu, là, vous venez de le dire, le PS ne vous a pas suivi. Oui. Est-ce que le divorce est définitivement consommé ? Est-ce qu'on peut encore parler d'union de la gauche possible pour plus tard ? Ou est-ce que ce genre de moment où ils ne vous suivent pas sur ce genre de motion de censure enterre définitivement cette union de la gauche ? Là, en effet, c'est assez surprenant, puisque qui dit ne pas voter la motion de censure dit soutenir la politique sur le plan environnemental de M. Bayrou, de son gouvernement et de M. Macron. Et donc, tant que les socialistes continueront dans cette voie, effectivement, le divorce continuera à être consommé. Oui, donc effectivement, c'est pas prêt de s'arranger. Et tout à l'heure, on l'a écouté, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, elle a une autre opinion. Elle souhaite que justement les gauches s'unissent pour battre l'extrême droite et les droites extrêmes. Est-ce que vous partagez son opinion, tout simplement ? Effectivement, il est préférable d'engranger un maximum de voix pour battre l'extrême, mais pour ça, il faut être clair sur ce qu'on propose face à l'extrême droite. Là, on voit que les socialistes contribuent à conserver un gouvernement dans lequel on a M. Retailleau. Donc je trouve ça bien gentil de dire qu'on veut lutter contre l'extrême droite, mais tant qu'on favorise un gouvernement avec une parole d'extrême droite quotidienne, on a vu M. Retailleau sur l'assassinat d'Aboubacar Cissé, incapable de se déplacer sur place, il a préféré rester à son meeting. On l'a vu dire à bas le voile, on l'a vu dire qu'il y a des Français de papier. Et donc les socialistes font en sorte que ce ministre, qui est ouvertement d'extrême droite, qui pourrait être ministre de Mme Le Pen, qui fait le pont entre les LR et l'extrême droite, reste au gouvernement et que la parole raciste, qui met les corps en danger, se libère tous les jours. Et ça, c'est encore vrai avec le meurtre de Hichem Miraoui avant-hier.
Il a été tué parce que l'atmosphère raciste permet le passage à l'acte et permet ce genre d'assassinat. On va parler maintenant de celui qui enchaîne plus de défaites que les tennisman français à Roland-Garros, Laurent Wauquiez, député LR. Il a demandé une commission d'enquête sur LFI et ses liens avec les mouvements islamistes. Sa demande a été jugée irrecevable. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis très heureuse que cette commission d'enquête ait été déclarée irrecevable. À 0 voix près, il y a eu 23 contre 23 en commission des lois. 3 macronistes ont eu la dignité de s'abstenir, donc ils n'ont pas voté contre, mais ils sont quand même abstenus. Mais tous les autres, dont Mme Thévenot par exemple, ont voté pour cette commission d'enquête, comme le MoDem, le parti des démocrates de M. Bayrou, qui ont voté avec M. Wauquiez. C'est une commission d'enquête vraiment ridicule pour enquêter sur les liens qui existeraient entre LFI et des mouvements terroristes islamistes. Et ça, c'est d'une gravité pareil, on a franchi de nouveau un cap, puisque l'étape d'après, c'est quoi? C'est de vouloir en fait supprimer des opposants, c'est de vouloir dissoudre LFI, c'est vraiment la pente vers laquelle on se dirige. Et non seulement cette commission d'enquête, elle visait à faire en sorte que des dirigeants de notre mouvement politique soient auditionnés sous serment à l'Assemblée nationale pour dire que non, ils n'ont aucun lien avec les frères musulmans et des mouvements terroristes, mais aussi pour viser des collaborateurs insoumis, qui sont sans cesse visés par des médias d'extrême droite, dont Frontières, Valeurs Actuelles, etc., parce qu'ils soutiennent Urgence Palestine, parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne en général, ou parce qu'ils ont le défaut d'être musulmans. Et donc ça, c'est très grave. Mais M. Wauquiez, figurez-vous, a annoncé qu'il allait la redéposer en la modifiant à la marge pour essayer de passer le cap de la recevabilité. Et encore une fois, j'espère que à la fois tous les groupes de gauche, Lyot et certains macronistes auront la dignité de ne pas laisser faire ça. Et justement, vous craignez que l'initiative de Laurent Wauquiez, pour l'instant, n'a pas abouti, mais est-ce que ce type d'initiative risque de se répéter à l'approche de la présidentielle contre votre mouvement? Oui, bien sûr, tous les coups sont permis. On a cette commission d'enquête, on a la volonté de nous diaboliser toute la journée sur les médias. Beaucoup de gens qui ont cautionné et qui ont encouragé ou qui sont restés silencieux lorsque nous avons été traités, et ça continue d'ailleurs, d'antisémites pour notre combat pour la Palestine. Tout cela va évidemment s'accélérer. Lorsque les médias, vous avez dû remarquer, comme tout le monde évidemment, le livre La Meute, qui a été, ce livre a été, la publication a été, je pense, 10 fois plus relayée que n'importe quelle affaire gravissime qui touche le camp macroniste, comme l'affaire Berger, l'affaire Kohler, l'affaire Pénicaud. Bref, on voit chaque jour le 2 poids 2 mesures sur le traitement médiatique dont on fait l'objet. Et je voulais terminer cet entretien justement avec la manifestation aujourd'hui, la mobilisation en tout cas contre la réforme des retraites. Est-ce que vous aviez un mot là-dessus justement? Et c'est un combat, j'ai l'impression, que la réforme des retraites qui n'a pas fini de faire parler et que les Français vont continuer à descendre dans la rue. Alors il y a toujours les 3/4 des Français qui sont opposés à la réforme et qui réclament son abrogation. Là aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation de tous les syndicats que nous soutenons évidemment. Parce que ce matin, on va avoir un vote dès 9 h à l'Assemblée nationale sur l'abrogation de la réforme. Et il faut savoir que c'est un vote qui a été mis à l'ordre du jour par le groupe communiste, le groupe GDR, c'est les communistes et les ultramarins, pour que l'Assemblée se prononce sur une résolution. Donc c'est un texte non contraignant. Nous, ce qu'on voulait, c'était que le groupe communiste prenne la suite de la loi qu'on avait déposée en novembre, qui avait été obstruée par les macronistes, pour qu'on examine un certain nombre d'amendements qui n'avaient pas pu être examinés, et qu'en novembre, on termine cet examen avec la loi qui a enfin un vrai vote d'abrogation, d'une loi d'abrogation à l'Assemblée nationale. Les communistes ont choisi un vote symbolique, et je le regrette, mais on verra aujourd'hui qu'il existe une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la retraite à 64 ans. Et donc j'invite tous les Français à venir marcher à 14 h à Paris, dans toute la France, contre la réforme des retraites. Merci beaucoup. Gabriel Catala. Je rappelle, vous êtes député LFI du Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir pu commenter l'actualité du jour.